Alors, le droit actuel, dans ses grands principes, est plutôt satisfaisant pour les personnes intersexuées. Parce qu'il protège en principe leur intégrité physique, il protège en principe leur vie privée. Et donc, on n'aurait pas forcément besoin d'une loi spécifiquement intersexe qui viendrait créer un statut intersexe et qui peut-être pourrait être perçue comme positive parce qu'il y a une reconnaissance, une protection accrue, on précise, mais pourrait aussi être perçue comme stigmatisante. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il ne serait pas préférable tout simplement qu'il y ait des déclarations politiques rappelant qu'il y a un droit à l'intégrité physique, que par conséquent les enfants ne peuvent pas être mutilés dès leur plus jeune âge. La DILCRA a commencé à s'engager dans ce sens dans son plan d'action qu'elle a publié en décembre, et de la même façon qu'il soit prévu par une déclaration politique ou éventuellement par une circulaire que le sexe que le Code civil impose de mentionner, ce sexe ne se limite pas simplement au masculin et au féminin. Alors on pourrait passer par une loi, mais ça ne serait pas forcément nécessaire et il y aurait le risque d'un effet stigmatisant. Voilà, on a tenté par le passé de rentrer en dialogue avec certains ministères. Il y a des questions ministérielles qui ont été posées pour essayer de faire prendre conscience aux hommes politiques qu'on pouvait d'ores et déjà mieux respecter le droit des personnes intersexuées. Mais pour l'instant, le rapport de force fait que tous ces messages sont plutôt ignorés et qu'on reste dans une violation à peu près systématique des droits des enfants intersexués par la France, comme l'ONU l'a déclaré à 3 reprises l'an dernier. Alors, pour faire en sorte que ces actes de mutilation s'arrêtent, on peut, dans le secteur de la santé, travailler dans 2 voire 3 directions. Les 2 premières directions sont assez techniques. Il s'agit de s'assurer que les caisses d'assurance maladie, d'une part, et les services fiscaux, d'autre part, considèrent correctement les actes de normalisation qui sont faits sur les jeunes enfants. S'agissant de la Caisse nationale d'assurance maladie, il faut que celle-ci cesse de rembourser des actes qui ne sont pas thérapeutiques et qui sont des actes illicites, pour lesquels aucun remboursement n'est dû. Et s'agissant des services fiscaux d'autre part, il faut qu'ils cessent d'exonérer de la TVA les actes soi-disant thérapeutiques qui sont faits sur les enfants. Puisque c'est un peu compliqué, mais très brièvement, à chaque fois qu'il y a une prestation de service, le principe c'est assujettissement à la TVA. Il faut payer la TVA, aujourd'hui 20%. Mais il y a une exception en matière thérapeutique. Et donc l'idée, ça serait de dire aux hôpitaux, attention, là, vous devriez payer la TVA. Et donc ainsi, on va induire une prise de conscience de ce que ces actes qui paraissent normaux aux médecins, parce qu'ils correspondent à leurs schémas sociaux hommes-femmes, en fait, ne sont pas du tout normaux et sont totalement illicites. Il y aurait peut-être un 3e volet sur lequel tu veux intervenir, sur les actions peut-être judiciaires ou pénales. Aujourd'hui, on constate qu'il y a très peu de personnes intersexuées qui ont eu accès à leur dossier médical et à leur histoire personnelle, ce qui défavorise la possibilité qu'elles ont à intenter des actions judiciaires. Il y a aussi, on avait parlé dans un de tes articles, le coût psychologique que représente le fait de mener une action en justice. Nous souhaiterions que les personnes concernées puissent agir plus facilement en justice, surmonter les qu'elles rencontrent quotidiennement pour ce faire, pour qu'on puisse encore une fois poser la question aux juridictions, les amener à faire évoluer leur jurisprudence, puisque aujourd'hui leurs positions ne sont pas conformes, à mon avis, au texte, et faire évoluer toute la question. Il s'agit de questions et d'actions qui relèvent à la fois du droit civil, du droit administratif et aussi du droit pénal. Outre les 2 volets que j'avais évoqués, le volet sécurité sociale, le volet fiscal, il y a le volet criminel, puisque techniquement, à partir du moment où il n'y a pas de nécessité thérapeutique d'opérer ces enfants, les gens qui réalisent ces actes se rendent coupables d'un crime sur une personne mineure, et par conséquent, il conviendrait, si on voulait aussi participer à cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, initier des poursuites contre les médecins, les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie qui remboursent. Et donc ça pourrait aussi participer d'une prise de conscience et d'un arrêt finalement de ces actes médicaux illicites. On se situerait effectivement sur le terrain de la complicité, puisque tous les acteurs qui ont participé et qui n'ont pas dénoncé des actes infractionnels pourraient se rendre coupables comme l'auteur principal des faits litigieux. Y compris des personnalités politiques de premier plan, puisque par exemple on a rencontré la ministre de la Santé en septembre 2014 avec Vincent Guyot. Alors quand je dis la ministre, le staff de la ministre plus exactement, pour les sensibiliser à cette difficulté, et ceux-ci nous ont dit qu'ils allaient y réfléchir, mais il ne s'est absolument rien produit. Et dans la mesure où la lettre disant il y a un problème en France était adressée directement à la ministre, on pourrait envisager
un renvoi aussi devant des juridictions criminelles, là ça serait la Cour de justice de la République, de personnel politique de premier rang. Alors, s'agissant du respect des droits des personnes intersexuées à l'école, je dirais que le problème ne se pose pas encore, puisque en France, pour l'instant, les enfants intersexes sont systématiquement ou presque normalisés, que l'état civil ne reconnaît pas de manière définitive une identité autre que masculin et féminin, et par conséquent, l'école ne reçoit que des hommes et des femmes, donc pour l'instant, elle ne peut pas réagir. Même à l'étranger, dans les États où ils ont interdit les opérations de conformation sexuée comme à Malte, ils ne sont pas très précis sur la situation des enfants intersexes. Ils s'occupent beaucoup des enfants trans, alors il faut permettre à l'enfant de vivre dans son genre ou dans son identité sexuée, mais quand on leur demande concrètement qu'est-ce que vous faites pour les enfants intersexes, il n'y a pas vraiment de réponse. Pour l'instant, on reste dans une pensée binaire, et pour les intersexes, dans les États qui sont relativement progressistes, on ne va pratiquement pas jusqu'à leur donner une place à part entière en tant que troisième, autre identité. Tout ce qu'on dit, c'est arrêtons de les mutiler. Ce qu'on pourrait faire pratiquement, c'est se rapprocher des directeurs d'école, des associations des parents d'élèves, etc., pour leur dire que voilà, il n'y a pas que des petites filles et des petits garçons, que peut-être parmi des enfants de la classe ou de l'école ou du collège plus tard, il y aura des enfants qui sont différents et qu'il nous appartient à tous et il leur appartient à eux également de sensibiliser les petits-enfants pour qu'un jour ils ne se retrouvent pas dans une situation et se demandent mais pourquoi il est différent, comment je dois interagir avec lui et être eux-mêmes un peu gênés de la situation. Donc en résumé, on n'a pas de texte pour l'instant, mais on peut chacun dans notre quotidien essayer de faire en sorte de sensibiliser. Je me souviens que j'étais allé rencontrer le directeur de l'école d'un de mes enfants en lui disant comment vous allez faire demain avec vos toilettes homme-femme, garçon-fille, si vous avez un enfant intersexe. Il me dit non mais ça n'arrive pas de toute façon, et puis bon on s'adaptera le moment venu. Mais il faut anticiper parce que le moment venu c'est trop tard, on ne fait pas des travaux dans les toilettes en un mois, une fois que l'enfant est là. Non, il faut anticiper le problème.